biodiversité. Donc je vais vous présenter un petit peu le rôle de mon agence au sein de, notamment au niveau des mammifères marins, mais juste pour vous dire qu'effectivement, encore une institution au milieu de tout ce panorama, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. On a des gestionnaires, on a des services de l'État, on a maintenant une agence de l'État. Donc nous, vraiment, au cas où vous l'auriez raté, il y a à peu près donc 1 an et demi maintenant, la loi biodiversité a créé l'Agence française pour la biodiversité. Donc c'est une agence qui réunit 4 établissements publics, donc l'Agence des aires marines protégées, dont je suis issu, l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, l'Atelier technique des espaces naturels et parcs nationaux de France. Donc ces missions sont assez larges aujourd'hui, donc on est encore en construction parce que cette fusion n'est pas forcément simple, mais en tout cas on continue avec les mêmes actions qu'avaient les 4 établissements publics d'origine, donc organiser, développer les connaissances et les savoirs, appuyer la mise en œuvre des politiques publiques liées à la biodiversité. Et c'est notamment là notre principale action au niveau de l'antenne Méditerranée, mais on est aussi gestionnaire d'espaces protégés, et on appuie aussi les réseaux de gestionnaires d'aires marines protégés, notamment dans l'animation de réseaux. Alors quand je dis on gère des espaces protégés, ce sont les parcs naturels marins, comme le parc naturel marin du golfe du Lion, ou le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, mais aussi des sites Natura 2000, en tout cas pour la partie française. On est effectivement aussi soutien financier à plusieurs projets, à plusieurs gestionnaires. Donc voilà, toujours sur les questions liées à la biodiversité. On est aussi censé mobiliser, sensibiliser la société sur ces questions de biodiversité, former et structurer les métiers de la biodiversité, vérifier le respect de la réglementation relative à la protection de la biodiversité, donc au niveau de la police. Donc vous voyez quelque chose d'assez large en termes d'intervention. Donc je vais essayer de me recentrer un petit peu sur le contexte d'aujourd'hui, qui sont les mammifères marins, l'homme et les mammifères marins. Donc peut-être des principes généraux, parce que notre action aussi, c'est d'essayer de cadrer un petit peu les éléments de langage qu'on peut avoir dans les différents services, dans les différents projets qu'on peut conduire. Et parfois, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'a pas forcément les mêmes objectifs ou le même langage. Donc on essaie d'avoir une grille de lecture assez identique pour que tout le monde s'y retrouve, et notamment aussi le grand public. Donc quand on parle d'enjeux, on parle vraiment d'espèces. Donc là on va parler des espèces qui sont liées, donc les mammifères marins, donc que ce soit le grand dauphin, le rorqual, etc. On en a bien parlé. On parle aussi d'objectifs à long terme, puisque c'est ça aussi que l'on vise, c'est la conservation de ces espèces dans nos eaux marines, avec effectivement des mesures de gestion qui visent de ne pas forcément contraindre toutes les activités, mais voir comment on peut conserver aussi et en maintenant aussi une dynamique économique et le maintien de certains usages. Évidemment, l'évaluation, parce que tout ça, ça a un coût, ce sont des financements publics, et donc l'idée, c'est de voir si ce que l'on met en œuvre, c'est efficace, si ça marche. En tout cas, est-ce que les espèces sont conservées, est-ce qu'on les a encore au niveau des eaux marines, et on pourrait parler aussi de responsabilité partagée, on l'a vu, lorsqu'on est en Camargue, lorsqu'on est au Cap d'Ac, lorsqu'on est dans les Calanques, lorsqu'on est sur Port-Cros, puis surtout lorsqu'on parle d'espèces mobiles comme sont les mammifères, notamment les cétacés, et bien là, vraiment, on est vraiment sur une co-gestion, et c'est cette idée d'avoir une agence un peu qui ait cette vision un peu plus large, comme là, le sanctuaire Pélagos à son échelle, mais peut-être encore plus large, cette vision à l'échelle des eaux marines, et voir au niveau de la Méditerranée. Donc là, on parlera effectivement d'avoir cette vision de gestion à grande échelle. Donc on parlait du réseau d'aires marines protégées, effectivement c'est un outil, c'est un acteur puissant, ce sont des acteurs puissants dans la conservation, parce qu'aujourd'hui on a identifié 80 aires marines protégées, avec des différents statuts. Ça parle des sites Natura 2000 aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux arrêtés de protection de biotopes, aux aires spécialement protégées d'intérêt méditerranéen. Donc on a tout un panel d'aires marines protégées qui ont des responsabilités sur la conservation des cétacés, qui veulent s'approprier, qui veulent, en tout cas, qui s'intéressent à ce sujet-là, qui ont effectivement des statuts différents et des responsabilités différentes, mais en tout cas, on sait aussi que les mammifères marins et les cétacés sont vraiment de formidables vecteurs pour faire passer d'autres messages sur la conservation et la protection du milieu marin. Donc là, on attendra notamment, c'est pas complété, mais effectivement, il y a les sites Natura 2000 au large. Donc quand on parle d'évaluation aussi, c'est aussi notre rôle, c'est d'apporter et d'accompagner l'ensemble des gestionnaires d'aires marines protégées, mais pas que. Nous aussi, on a des responsabilités dans l'évaluation, et on essaye de mettre en place des outils qui nous permettent à un moment ou à un autre de dire, voilà, ce que j'ai mis, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je ferai demain, me permettra à un moment ou à un autre de dire que mon espèce et que l'espèce que je veux conserver est en bon état. Donc là, on a un exemple de tableau de bord
tableau de suivi en fait des mesures de gestion notamment d'un espace protégé pour montrer que qui sont à partir d'indicateurs, ce qui nous permet de dire voilà, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que mon enjeu est bien conservé ou pas, et là on a une sorte de feu rouge qui nous permet d'aussi orienter nos mesures de gestion. Donc deux grandes directives sur lesquelles on est en appui technique de l'ensemble des services de l'État, notamment, et auprès du ministère pour la mise en œuvre, ce sont Natura 2000, donc on en a parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus, mais avec l'espèce d'intérêt communautaire, le Grand Dauphin, qui oriente l'ensemble de désignations de sites, que ce soit à la côte ou au large prochainement, et aussi qui oriente normalement les mesures de gestion au sein des sites Natura 2000. Donc nous, on anime cette question-là au niveau technique pour le ministère, et on appuie aussi normalement les aires marines protégées sur ces questions-là. Et donc là, je ne vais pas revenir dessus, c'était le réseau de sites. Et une autre directive, on en a parlé ce matin, j'ai essayé de rentrer un peu plus dans les détails à quoi ça correspond, c'est la directive cadre stratégie pour le milieu marin, donc qui est vraiment une directive intégratrice, puisqu'on intègre aussi des éléments de la directive Habitat, donc, dont est issu le réseau de sites Natura 2000, mais aussi la directive cadre sur l'eau. Donc cette directive a mis en place un programme d'action pour le milieu marin, qui est le PAM. Donc au niveau, il y en a un par façade, notamment au niveau de la Méditerranée. Donc la préfecture maritime en a parlé avec aussi la DIRM à travers André Grosset. Mais je voudrais rentrer dans les parties un petit peu opérationnelles, puisque cette directive est donc contraignante pour la France. Donc effectivement, on se doit de mettre en œuvre des éléments qui permettent de répondre au bon état de conservation, au bon état des eaux marines. Et pour ça, on a identifié plusieurs enjeux. Et les cétacés sont des enjeux qui sont considérés et qui doivent être pris en considération à travers cette directive. Donc on a un programme de surveillance et un programme de mesure et des actions de connaissance. Je simplifie un petit peu. Donc au niveau du programme de surveillance, parce qu'on en a parlé ce matin, et finalement vous allez voir qu'on intègre un peu tout ce qui se passe ici, et qu'on répond aussi aux enjeux des gestionnaires d'aires marines protégées à travers ces éléments-là, en leur apportant des éléments de réponse sur les populations de cétacés, mais à une échelle plus large, mais qui permettent de positionner aussi la responsabilité de chaque aire marine protégée au niveau de certaines populations donc de cétacés. Donc dans le programme de surveillance, on a 5 sous-programmes. Donc je ne vais en parler que de 4, puisqu'il y en a un qui ne me concerne pas, c'est au niveau des phoques, même s'il y a quelques dizaines d'années, on avait des phoques moines en Méditerranée, mais là on est plutôt sur les cétacés. Donc on a 4 programmes que je vais détailler maintenant et rapidement, puisqu'il y en a qui ont faim. Donc le programme de suivi des populations côtières, donc pour le coup c'est un programme qui se base beaucoup sur l'expérience qu'on a conduite avec le GIS3M et ses partenaires à l'époque du programme Grand Dauphin études et gestion en Méditerranée. Donc l'idée c'est que ces dispositifs où on a acquis la donnée puissent à travers des cycles de surveillance de manière récurrente, alors avec des pas de temps différents, mais qu'on puisse continuer à mettre en œuvre ce type de programme pour avoir des éléments de réponse sur l'état de conservation des populations, notamment de Grand Dauphin, puisque là ce sont des populations côtières, puisque on va s'intéresser surtout au Grand Dauphin. Donc il y a toutes les stratégies qui sont aujourd'hui qui sont élaborées par rapport au suivi, que ce soit à l'échelle de la façade ou à l'échelle de certaines aires marines protégées dans le parc naturel marin du Golfe du Lion, mais c'est aussi le cas sur le parc national des Calanques, Port-Cros ou le parc marin de la Côte-Bleue, qui sont impliqués sur des suivis locaux. On a donc effectivement aussi d'autres programmes, d'autres sous-programmes qui concernent donc là de manière plus générale l'ensemble des cétacés. Ce sont les grandes campagnes d'observation aérienne, on en a parlé, Hélène en a parlé ce matin, donc ce sont les survols aériens de la mégafaune marine. Donc c'est des campagnes qu'on a mis en place en 2011-2012, donc à 2 saisons, été, hiver. Et ce programme a vraiment été dupliqué. L'idée c'est de le remettre en œuvre tous les 6 ans pour revenir, pour faire des comptages, pour essayer d'avoir une idée de l'abondance, de la répartition spatiale aussi des cétacés. Et on a aussi, en complément de ces survols aériens, on a donc l'utilisation des plateformes d'opportunité et notamment des bateaux de l'Ifremer qui font des campagnes halieutiques chaque année pour essayer d'évaluer un petit peu les stocks de petits pélagiques, sardines, anchois, strates, notamment à l'échelle du Golfe du Lion. Et là, on met des observateurs, on finance des observateurs à bord pour essayer d'avoir des informations sur la présence des cétacés dans le Golfe du Lion.
Donc juste pour vous parler rapidement, je ne sais plus combien de temps il me reste, mais parce que je vais m'arrêter avant, juste pour vous parler d'un survol aérien et ambitieux, on n'en a peut-être pas beaucoup, on l'a évoqué ce matin, il l'a évoqué, mais on finance notamment un grand survol aérien qui rentre dans le cadre du programme de surveillance de la DCSMM, un survol aérien à l'échelle de la Méditerranée française, dans le cadre de l'accord sur les cétacés de Méditerranée, donc l'accord ACOBAMS. Donc ce survol a lieu en ce moment, il a commencé mi-juin, et l'idée c'est de faire des survols aériens sur l'ensemble de la Méditerranée pour faire, pendant juin et juillet, avoir une idée globale de l'ensemble des populations de cétacés qu'il y a à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc c'est un projet assez ambitieux parce que les survols aériens dans certains secteurs ne sont pas évidents, mais dans les secteurs où il n'y aura pas de survol aérien, notamment au large de la Libye ou au large du Maroc, voire dans certaines zones, on se doute pourquoi, au niveau de la Syrie ou de l'Israël, on aura quand même au moins un bateau, parfois avec de l'acoustique, pour essayer de voir et d'avoir de la donnée. Et à un moment ou à un autre, lorsqu'on traitera ces données, on aura peut-être une sorte de cartographie, une vision un peu de l'ensemble de l'abondance qu'il y a sur ces cétacés à l'échelle de la Méditerranée. Donc le survol a eu lieu là, voilà le type d'avion qu'on utilise, qu'ils utilisent en ce moment. Et ça, c'est des observations qui ont été faites il y a la semaine dernière, donc au large de la Corse, donc avec des rorquals, donc c'est tout frais. On a aussi, même type d'observation, donc c'est vraiment ces grands survols sont vraiment intéressants pour ça, pour avoir cette image un peu exhaustive, et on a aussi là l'observation de dauphins bleu-blanc, en assez grand nombre au large notamment de la Corse. Donc la campagne continue jusqu'à fin juillet, la campagne aérienne, et on a aussi un bateau qui vient, un bateau anglais, qui a été mandaté pour naviguer dans les eaux françaises et repérer notamment les grands plongeurs par acoustique. Il y aura aussi un survol cet hiver, SAM, mais que dans les eaux françaises cette fois-ci, avec le même principe, mais peut-être un maillage un peu plus important. Donc, c'est fini, donc je vais m'arrêter là. Mais en fait, voilà, après vous allez voir, je peux continuer, mais si vous voulez, on intervient aussi en support sur tout ce qui est lié aux mesures, bycatch, réduction, notamment intervention sur Webset, on intervient aussi avec Souffleur d'écume sur le label Web Watching, sur les réseaux on gère aussi des financements pour les réseaux échouage. Donc c'est un peu voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, merci.